invitons Gloria Paris et Laurent Berger, donc qui travaillent ensemble en réalité. Gloria Paris, qui est donc metteur en scène, qui a habité en Italie jusqu'à 1985 et qui a monté un certain nombre de pièces à Paris, dont Les femmes savantes au Théâtre National et plusieurs pièces de La Biche, en particulier au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. En 2012, elle monte aussi Divine avec Daniel Larieux, que nous avons eu comme conférencier l'année dernière. Et donc, Gloria Paris donc, est venue en fait avec son scénographe, dit-elle, et enfin un scénographe avec qui elle travaille. Donc Laurent Berger, qui est donc de son côté diplômé des arts décoratifs en 98 et qui donc travaille sur les relations entre public, temps et espace. Il a été titulaire du prix donc de l'Académie de Rome à la Villa Médicis et donc a participé à un nombre de pièces en tant que scénographe, donc, dont il nous parlera aujourd'hui. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup de votre présence. Alors bonjour. Donc je remercie Marc de m'avoir convié à cette rencontre parce que ça m'a un tout petit peu obligée de réfléchir sur ce que je fais. Alors je le dis un peu avec un peu d'humour parce que il se trouve que la mise en scène théâtrale, ça a beaucoup à voir avec beaucoup de corps de métier, les acteurs, les éclairagistes, le costumier. Enfin, il faut être un peu à l'endroit de la coordination de plein de métiers. Et parfois, dans le feu de l'action, il faut arrêter de réfléchir à ce qu'on fait. Alors, on réfléchit en amont. Et donc, cette conférence m'a obligée de mettre un titre, de chercher des mots et de rendre un tout petit peu intelligible une pratique qui est vraiment très ancrée dans le réel. J'ai voulu inviter avec moi Laurent, que j'ai rencontré au bout d'un certain temps. J'ai commencé la mise en scène en 1994, donc il y a 20 ans. Et nous avons fait notre première pièce ensemble en 2009. Donc on va dire que avant de rencontrer Laurent et son univers, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à la construction de mon univers scénique. Donc, pour vous présenter cette heure de réflexion ensemble, nous avons un tout petit peu reparcouru. Je vais vous parler de ce que j'ai fait à partir de 2004, qui est pour moi, au bout de 10 ans de mise en scène, un peu un aboutissement. Donc, on va pouvoir vous montrer des extraits des spectacles, également des photos, qui vont étayer, un peu illustrer nos propos. Donc, j'ai voulu trouver ce titre en mettant la fiction et l'imaginaire en avant, parce que le problème du metteur en scène, c'est qu'un jour, il lit une pièce. Donc, ce que j'ai à mettre en scène se trouve à l'intérieur de ça, par exemple. Et le premier rapport que j'entretiens avec cet objet est lié à mon imagination. C'est-à-dire, est-ce que je vais arriver en lisant à coller des images à ce que je lis? Si j'arrive à visualiser un espace, des acteurs, une action, alors je peux monter cette pièce. Si je n'y arrive pas, il vaut mieux que je m'abstienne. Il y en a d'autres qui le feront à ma place. Ça, c'est le commencement de mon geste de mise en scène. Et le jour où j'ai pris cette pièce qui s'appelle Eva Perón de Coppi, la première chose que je lis, c'est une didascalie. Peut-être vous savez ce que c'est qu'une didascalie. Ce qui est écrit en italique à côté des répliques. C'est-à-dire, ce sont les indications de scène que l'auteur va laisser pour la postérité. Voilà. C'est la postérité qui va devoir se positionner par rapport à ces indications de scène, soit en les appliquant à la lettre, soit en les contournant, soit en voulant se positionner avec un parti pris. On va dire que les partis pris de mise en scène ou une rélecture d'une pièce commencent comme ça. Donc, je vais relire une pièce devant vous. Evita, virgule, sa mère, point.
Evita cherche une robe à l'intérieur d'une malle. Point. Il n'y a rien d'autre pour cette pièce-là. Et après, il y a la première réplique d'Evita qui dit « Merde, où est ma robe de présidente ?» Alors voilà, c'est comme ça que commence la pièce. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, metteur en scène, je vais devoir trouver l'actrice, le scénographe, le costumier, l'éclairagiste, le maquilleur, le théâtre qui va vouloir bien accueillir cette première réplique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la montrer, cette première réplique, parce que j'ai un petit film. Donc ça sera un court extrait. Et après, avec cette image, nous allons, je vais vous raconter le secret de fabrique, le processus qui m'a conduit à ça. Eva Perón n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais. Où est-ce que j'ai pu foutre cette robe, merde? Tu n'as qu'à mettre de l'ordre dans tes affaires. Tu gardes tes robes dans n'importe quelle malle. La voilà ta robe. C'est pas celle-ci. Où est-ce que tu l'as trouvée? Donne-moi. Là par terre. Toutes tes robes sont des robes de président. Tu sais la faire. Tu peux mettre une de mes robes si tu veux. Je vais aux toilettes. Bien. Donc, ça me fait retourner en arrière de 10 ans. Donc, cette pièce se passe dans l'antichambre de la mort d'Eva Perón, qui était la femme de Perón, dictateur d'Argentine. Elle a un cancer, elle va mourir. Et du coup, si je m'en tiens au livre, il y a juste écrit qu'il y a une malle et une robe. Il n'y a rien écrit sur l'environnement de cette histoire. Absolument rien. J'ai contacté une scénographe à l'époque, qui s'appelait Christine, et je lui dis, je voudrais un espace épuré, un espace où il est question de mort, un espace un peu clinique, où les personnages vont pouvoir évoluer avec un jeu très expressionniste. Donc, je pense que vous avez pu voir ce contraste. Voilà. Et elle a construit ce cube énorme avec un petit endroit dans lequel elle va mourir, sachant que c'est une fiction, elle ne mourra pas vraiment. Bon, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails de la narration. Et donc, nous avons créé un endroit avec des portes, qui est l'antichambre des lieux du pouvoir. C'est-à-dire des endroits où ça passe, ça circule, il y a de l'activité, il y a du secret, on peut se cacher mais on peut apparaître, etc. Donc, j'ai voulu vous le montrer parce que le raconter, ça n'a absolument pas le même impact par rapport au fait de se positionner d'emblée, quand le rideau s'élève, esthétiquement, par rapport à ce qu'on veut raconter. Donc, le geste architectural dans lequel moi j'ai eu besoin pour que cet espace théâtral prenne son sens a été celui-là. Poser un espace neutre qui raconte par son architecture un lieu avec une certaine hauteur de plafond, avec une représentation de l'autorité. C'est pas la chambre à coucher d'une petite fille. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui crée immédiatement de la distance et raconte un lieu de pouvoir. Évidemment, nous l'avons fait sans y mettre des éléments décoratifs, ce qui arrive souvent dans certains types de théâtre. Je ne sais pas si vous allez au théâtre, si vous y allez depuis que vous êtes petit ou pas, enfin, quelles sont vos références, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai éliminé tous les objets, la malle, il n'y a pas de malle, mais la robe,
on l'a gardé la robe. C'est-à-dire, on a pu se passer de la malle, mais on n'a pas pu se passer de la robe. Voilà. Ça, c'est pour vous situer les choix immédiats qu'on est obligé de faire quand on lit une didascalie. A contrario de cette didascalie très essentielle, 2 ans après, j'ai monté une pièce où la didascalie, elle fait 3 pages. Donc, je ne vais pas vous lire les 3 pages parce que c'est peut-être un peu long, mais il s'agit d'un théâtre éminemment réaliste, d'un auteur italien qui s'appelle Edoardo De Filippo. Donc, chez lui, je vais juste vous lire par contraste, et après je vous montrerai quelques images. Alors, nous sommes au premier acte, chez Domenico Soriano, le personnage principal. Spacieuse salle à manger, style 1900. Meublée avec luxe, mais d'un goût plutôt douteux. Quelques tableaux accrochés sur les murs avec soin, des bibelots disposés sur les meubles, ayant sans doute par le passé fait partie du mobilier des parents de Domenico Soriano. Jure méchamment avec le reste. La porte au premier plan à gauche est celle qui ouvre sur la chambre à coucher. Deuxième plan, toujours à gauche, une grande fenêtre dans l'angle de la pièce, à travers laquelle on aperçoit une vaste terrasse fleurie. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être hyper long. Il y a 3 pages de détails qui vont très très loin. C'est-à-dire qu'on va apprendre dans cette didascalie, y compris l'origine du bibelot qui se trouve dans la porte à droite, qui donne sur la fenêtre. Vous voyez, c'est vertigineux de pouvoir réellement coller à l'imaginaire de l'auteur. Voilà. Évidemment, en lisant cette didascalie et en me positionnant immédiatement, en faisant le même travail, je vous ai apporté les 2 extrêmes parce qu'il y en a un qui écrit un mot et il n'y a rien sur l'espace, et l'autre qui écrit 3 pages, 3-4 pages. Et que finalement, dans les 2 extrêmes, le metteur en scène va devoir se positionner aussi radicalement dans un cas comme dans l'autre. Et donc, je voudrais juste qu'on puisse voir l'image de Philomène. Voilà. Donc, j'ai contacté une autre scénographe, une femme italienne qui s'appelle Christine, qui habite à Rome. Et c'est important, c'est le même théâtre que tout à l'heure. Sur le côté, vous voyez, c'est le théâtre de l'Athénée. En fait, cette photo m'intéresse beaucoup parce qu'elle vous raconte comment un décor peut ou pas épouser un espace scénique qui est préexistant à la mise en scène. Donc là, nous sommes dans un théâtre à l'italienne, dans tout le côté flamboyant, les dorures, les velours, enfin tout ce que ça représente. Et donc, j'ai demandé à cet ami scénographe, de prendre un élément de l'iconographie des maisons napolitaines. Donc on est parti du carrelage, on s'est fixé sur le carrelage, et je lui ai dit ce qu'on va faire, c'est encore le carrelage d'un appartement, et on va le faire à la loupe, on va l'agrandir. Parce que je n'arrivais pas à me détacher complètement du côté réaliste de la pièce, mais je n'arrivais pas, décidément pas, à me résoudre à consentir complètement à l'univers de l'auteur. De toute façon, le public français de 2006 ne l'aurait pas supporté. Il aurait dit, mais c'est une pièce complètement poussiéreuse, c'est impossible de faire du théâtre encore aujourd'hui comme ça. Donc ce qu'elle a fait, Christine, c'est qu'elle a pris ce sol et elle a fait remonter le sol le long des murs. Donc voilà. C'est-à-dire, c'était comme un effet d'huile de loupe, exactement. Et il a posé la chambre, la pièce, dans le vide. C'est-à-dire que les murs ont sauté. Derrière les murs qui ont sauté, il reste que les petites colonnes, il y a des toiles qui sont tendues. Et donc, nous avons créé ensemble un espace qui est assez épuré, mais dans un code esthétique qui est quand même, on va dire, assez répérable. D'un point de vue... oui, c'est un intérieur. Même si c'est un intérieur un peu absurde parce que ça monte vers le haut, c'est disproportionné, on va dire. Et on n'a pas mis tous les bibelots, tous les meubles, on a juste mis une table et des banquettes.
Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, là? Voilà. Et donc là, cette image, elle est... Bon, vous voyez, la reproduction du sol, c'est un lino qui a été fait par un peintre en Italie. Donc c'était la solution la moins chère qu'elle a trouvée et la plus efficace par rapport au rendu. Maintenant, si je devais le refaire aujourd'hui, je ne referais pas ça. Voilà, je peux le dire aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais encore embarrassée par une certaine vraisemblance. Et après, ça c'est donc le fameux Domenico Soriano, le propriétaire de cette maison. Et nous avons dû garder un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans les répliques. Et si on les enlevait, certains objets, les répliques n'avaient plus de sens. Donc voilà, on a pu avancer dans une épure, mais pareil, jusqu'à un certain point. Donc ce spectacle-là, qui est venu après Eva Perón, a créé chez moi, m'a créé des problèmes esthétiques de fond. Parce que quelque chose de très radical que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai dû renoncer à quelque chose de très radical pour me retrouver dans quelque chose d'un peu plus de l'ordre du compromis. Je parle en termes esthétiques. Et après cette pièce-là, attends, oui, il y a peut-être d'autres images qui peuvent être... voilà, vous voyez, c'est pour vous donner la proportion de ce sol qui aurait remonté vers le plafond, voilà, et qui s'est un peu, pareil, agrandi dans le sens de la largeur. Mais il faut toujours penser... Et là, par exemple, cette image, ça représente l'église. Donc on a sorti des fleurs qu'on avait accrochées, et du coup, ces deux personnages se marient. Enfin, il y a une narration, c'est un théâtre vraiment très hyper réaliste, en fait, en vérité. Et donc, voilà, on a... c'était une formule, une espèce de compromis, on va dire, esthétiquement parlant. C'est la dernière, je pense. Et après ce spectacle-là, donc je vais vite pour après laisser, je vais vite et je vous donne ces éléments et après je voudrais passer aussi la parole. Après ces éléments-là, j'ai monté une autre pièce italienne du répertoire du XVIIIe siècle. Et là, c'est Goldoni et c'est Les Amoureux. Et là, j'ai contacté un autre scénographe, très pas mal dans ma vie, qui lui-même travaille beaucoup dans l'architecture, qui s'appelle Alexandre Dardel, et qui fait beaucoup de scénographie au Théâtre de la Colline pour Stéphane Branchbeck. C'est lui qui réalise et conçoit ces scénographies. Et donc, vous allez voir, parce que là, c'était... Voilà, j'ai réussi à revenir en arrière vers Eva Perón. Tu peux mettre la première image si tu veux. Là, nous sommes dans le XVIIIe siècle, en termes de livres, mais mon parti pris a été de quitter définitivement les costumes de l'époque, les références picturales, etc. Et nous avons gardé avec Alexandre, juste du baroque, le dessin, c'est-à-dire ces espaces concaves et convexes avec un sol en damier. Donc, reste de la référence au passé, la charpente et pas le décor. Tu peux avancer un tout petit peu ? Voilà. Et donc, ces portes que vous voyez, c'était des portes qui s'ouvraient, qui glissaient comme ça, comme des portes coulissantes un peu japonaises, mais qui avaient une forme arrondie, en référence à l'univers du baroque et de ces structures-là. Mais les costumes ne sont pas d'époque. Vous pouvez bien le constater. Voilà, je me suis détachée d'une certaine, de la référence à l'époque, on va dire, d'un certain réalisme. Tu peux avancer, s'il te plaît ? Voilà. Là, il y a deux moments différents du spectacle. Hein. Vous voyez, c'est pareil, c'est un jeu très expressionniste dans un espace très épuré. C'est un peu ma fabrique à moi, mon histoire. Voilà, tu peux avancer également. Voilà. Et après ce spectacle-là, donc, le Goldoni, j'ai rencontré Laurent. Et nous nous sommes rencontrés sur cette idée de pousser un tout petit peu plus loin ou de trouver d'autres solutions qui permettraient de monter un Labiche. Ce sont les images, donc un théâtre bourgeois par excellence,
de trouver une façon de monter aujourd'hui, dans quel type d'espace scénique on peut monter du Labiche sans tomber dans la référence au 19e siècle, etc. Donc je vais juste passer la parole à Laurent qui va vous montrer des images de là où il en était esthétiquement quand il m'a rencontré. Pour un peu cerner aussi la manière dont à l'époque je travaillais, etc., c'est aussi parce que c'était un faisceau multiple, puisqu'à ce moment-là j'avais une triple pratique, et je l'ai toujours en fait. Étant plasticien, voilà, je travaille dans le champ de l'art, créer des œuvres, etc. Dans le champ du théâtre, où je fais les plateaux, la lumière, les costumes et multiples autres choses. Et puis le champ de l'architecture, où j'ai une agence avec mon frère qui s'appelle Berger. Donc il y a un triple faisceau où, quand je travaille dans ces trois champs simultanément, ou à des moments décalés, je m'interroge à chaque fois avec les questions des autres champs. C'est-à-dire que j'essaye de croiser des questions d'architecture dans le théâtre et inversement des questions d'art dans l'architecture. Enfin, et que ces trois champs à chaque fois puissent me nourrir dans la manière de mettre en place les projets. Donc ça pour dire que le projet que je vous montre là était à la cour d'honneur du Festival d'Avignon en 2007, donc ça a été un petit moment. Et à l'époque, Frédéric Fisbach, metteur en scène, avait été invité comme artiste associé au festival. Donc c'était lui qui donnait un peu le ton du festival, et il avait le plaisir de pouvoir montrer un spectacle à la cour d'honneur, qui est le lieu un peu central du festival, qui est un endroit sublime, pour ceux qui connaissent Avignon. Il y a ce palais des papes qui date du XIIe jusqu'à XVIe, parce que c'est un montage de plein de bâtiments. Et au milieu, il y a cette cour immense dans laquelle le festival s'installe chaque été pour montrer 3 spectacles en moyenne. Voilà. Et le propos de l'époque avec Frédéric, ça a été de montrer des textes de René Char, un texte de René Char qui s'appelle Les feuillets d'hypnose, qui est un texte qu'il a écrit au cours de la guerre, René Char étant une figure très importante, un poète important en France évidemment, mais en particulier dans le sud de la France. Il a été résistant à cette époque-là, et il était capitaine de résistance dans cette zone. Et il a été aussi un des initiateurs du Festival d'Avignon. Donc il y avait une chose importante à raconter de ça quand on a monté ces feuillets, parce que ce n'était pas du tout un texte théâtral, c'est vraiment des séries de poèmes, de haïkus, de petites phrases. Il y en a 257, et qu'on avait mis en place avec Frédéric comme des espèces de performances qui se mettaient les unes après les autres. Et l'enjeu pour moi, ça a été de lui proposer un plateau qui puisse recevoir non pas une fiction, donc souvent au plateau, il y a toujours ce mélange comme ça entre fiction et réalité, et comment on mène les deux et comment l'un glisse vers l'autre. Et en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était d'ancrer l'action et les performances dans un état de présent le plus abouti possible. Et donc le plateau était devenu un espace dans lequel on pouvait y vivre. Toute l'équipe y a vécu, donc c'est une espèce d'habitat qui est là, et qui le soir basculait, devenait lieu de spectacle. Le principe, c'était vraiment comme une petite architecture. Alors, je vais montrer tout de suite une vue globale. Alors, une vue globale où voilà, c'était un espèce de bâtiment, on appelait ça une unité d'habitation. Il y avait 12 pièces, c'est ça, 12 chambres, une salle de bain, une cuisine, et puis avec des séquences de températures différentes. Non, il y avait même 16, pardon. Les 4 premières à gauche de l'image sont à ciel ouvert, et donc il y avait vraiment l'idée qu'on pouvait y vivre dans ces pièces-là dans une température ambiante. La séquence, le petit coude des 4 chambres suivantes était dans un ventilé, et pile à l'endroit où le Mistral venait heurter l'ensemble de la cour au quotidien.
La partie centrale était sous brumisateur, il y avait donc une baisse de température. La partie la plus ajourée en porte-à-faux était sous une pluie constante. Et la dernière séquence était climatisée. Et on passait d'une chambre d'un bout à l'autre en allant, donc il faisait la moyenne de température était autour de 30 degrés et dans la dernière arrivait à 18 degrés. Tout ça pour dire que l'idée c'était de mettre en place aussi des conditions de représentation à la fois pour les acteurs et pour tous les gens qu'on venait inviter, convier voir le spectacle. Donc les gens dans la journée venaient aussi nous voir. Il y avait des espèces de rencontres. Ils traversaient le lieu, ils traversaient la proposition. Et donner lieu. Par exemple, là, c'était un moment de petit déjeuner le matin. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient invitées, conviées pour petit déjeuner avec l'ensemble de l'équipe. Et puis au milieu, on voyait un terrain de badminton. Durant l'après-midi, il y avait des activités sportives proposées, à la fois aux spectateurs qui venaient le soir et puis évidemment aux acteurs qui étaient sur le plateau. Ben voilà, ça c'est juste pour raconter. Du coup, il n'y a pas. Non, c'est bon. Et voilà, et après ça, c'est le premier spectacle sur lequel on a travaillé ensemble. Donc en fait, moi, vous voyez quand on s'est rencontrés, moi j'en étais là où je vous ai montré, et Laurent il en était là. C'est-à-dire que il y a des parcours comme ça qui se. Enfin, quel était l'endroit où lui et moi on pouvait trouver un terrain d'entente pour créer un espace. Moi, je suis quelqu'un qui suis dans la narration, dans l'incarnation, j'aime beaucoup ça, dans le jeu d'acteur. Et lui, il est aussi dans des concepts qui sont dans l'espace, avec la façon d'investir la cour d'honneur. C'est un geste architectural fort de le faire de cette manière-là, même s'il est éphémère, parce qu'il va durer le temps d'un festival, le temps de quelques représentations. Et moi, donc, le jour où je l'ai rencontré, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous lire la didascalie qui est beaucoup plus courte de Monsieur Labiche, donc qui est un auteur français du 19e siècle, qui écrit du vaudeville, donc des pièces vraiment de boulevard. C'est des pièces qui sont faites pour rigoler, c'est sa réputation. Et donc, ça se passe dans la grammaire, le titre, la grammaire, un salon de campagne, avec 3 baies ouvertes sur un jardin, des portes latérales au premier plan, à gauche, près de la porte, un buffet, à droite, sur le devant de la scène, une table, au fond, une autre table sur laquelle se trouvent des tasses. Scène première, Jean, puis Machut, puis Blanche, au lever du rideau, Jean range de la vaisselle devant un buffet qui se trouve à gauche au premier plan. Et cette vaisselle qui se trouve à gauche du premier plan, il est en train de la ranger et il la casse. Et il va dire, l'ennui de la vaisselle quand on l'a rangée, c'est qu'il faut la déranger. Bon. Donc, impossible de se passer de la vaisselle. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je vais commencer à gommer, je gomme la porte, je gomme le truc, le buffet, je commence à gommer tous les mots qui me gênent dans le sens du réalisme. Et aussi parce que vous voyez l'approche spatiale de Laurent qui m'intéresse, évidemment. Et puis à un moment, je me heurte à quelque chose qui casse et qui fait partie du jeu. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de comment faire. Enfin, on rentre en jeu la rencontre déjà de nos deux imaginaires. C'est-à-dire que dans la question de la fiction et de l'imaginaire, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a l'imaginaire de l'auteur, l'imaginaire du metteur en scène, l'imaginaire du scénographe, l'imaginaire des acteurs et l'imaginaire de chacun des spectateurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment un grand bazar à organiser. Parce que finalement, on va convoquer des signes pour essayer de partager un imaginaire collectif le temps d'une représentation. Sachant que de toute façon, il sera collectif que dans une utopie. Parce que ce que moi je vois et ce que la dame voit, c'est presque impossible à se mettre d'accord sur ce qu'on voit. On ne voit jamais la même chose. Donc, entre nous deux, déjà, quand je lui dis, voilà, Laurent, je veux monter un Labiche, je voudrais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça,
il va traduire, interpréter ce que je vais lui dire à sa façon. Et il va me faire une proposition. Et voilà. Et c'est là que les choses, où cette pluralité d'imaginaires vont finir par créer une fiction. C'est-à-dire que la fiction, elle n'est pas préexistante, elle est écrite, mais elle est le résultat de la rencontre de tous ces imaginaires dans un espace commun, qui en plus est un espace éphémère, parce que c'est l'espace d'une représentation théâtrale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si je vais trop vite, vous me dites. Parce que je ne vous connais pas, donc vous êtes un peu loin. Mais bon, là, voilà. C'est important de rester sur cette idée que pour aboutir à une fiction sur laquelle on est d'accord tous ensemble, il faut mettre ensemble en commun nos imaginaires. Et cette rencontre des imaginaires commence le jour où je téléphone à Laurent et qu'on se voit. Et donc, je voudrais vous montrer l'image de voilà, l'espace. Alors, vous voyez... Non, oui, et après... Voilà, ouais, c'est ça. Tu vas nous en dire des mots. Oui. Juste vous dire que ce que vous voyez derrière, c'est l'entrée du décor du théâtre du Nord à Lille. C'est une porte qui ne fait pas partie du dispositif. C'est juste l'entrée du décor qui est fermée après. Oui, c'est la première photo après le montage du plateau, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas encore les éclairages, etc. C'est donc une photo un peu brute. Mais ça montre en fait simplement les outils qu'on a décidé de mettre en place. C'est-à-dire qu'on est très loin d'employer ce qui est décrit dans les didascalies. Mais ce qui me semblait à l'époque intéressant, sur lesquels on s'est mis d'accord évidemment avec Glaria, c'était de montrer fabriquer une machine qui est... L'enjeu, c'est de faire rire quand même, parce que c'est des textes de la biche, etc. Donc c'est de produire une machine qui permette le maximum de ressort au corps des acteurs, à jouer les situations et à faire rire. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un matériau qui se déploie comme ça en accordéon, un peu technique, qui est presque comme ça, qui épouse les murs. Enfin, c'est une espèce de grande façade. Et puis à l'intérieur de laquelle on a des séries d'ouvertures qui tournent, qui permettent de passer d'extérieur à l'intérieur, de jeux rapides. L'idée, c'est vraiment un outil qui doit servir au corps et qui doit faire que le corps, il est un peu étrangement placé dans ces espaces-là. Et ensuite, le déploiement... Alors, il y avait 2 pièces, c'est un montage de 2 pièces. Et donc l'idée, c'est que cette machine puisse se déployer complètement pour ces 2 pièces-là. Donc il y a une première version qui est celle-là, et puis on va montrer ensuite tout à l'heure la seconde version qui prend place pour la deuxième partie de la pièce. Voilà. Donc tu peux passer l'image. Alors voilà. Donc ça, c'est le fameux objet dont je n'ai pas pu me passer et qu'il fallait qu'il casse. C'est-à-dire qu'il y avait un buffet et des tasses. Et donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est la surface de tout à l'heure qui était toute fermée. Finalement, il y avait des fenêtres qui tournaient sur elles-mêmes et qui permettaient de s'ouvrir. Et après, il y a des personnages qui apparaissent derrière. Donc nous sommes dans l'intérieur, soi-disant bourgeois, de quelqu'un, voilà, mais qui n'a rien de référentiel. C'est simplement les fenêtres et cet endroit dans lequel le garçon qui fait le ménage, parce que c'est le garçon de la maison, enfin c'est l'homme de ménage, l'homme à tout faire de la maison, qui, au départ à l'ouverture du rideau, nettoyé avec ses chiffons. Enfin, ça servait à raconter qu'il habitait là et qu'il faisait le ménage dans cet endroit-là, on va dire. C'était le prétexte qui devait nous permettre de pouvoir entrer dans cet univers. C'était notre porte d'entrée. Et donc, toute cette pièce se déroule dans ce couloir qui est devant, qui est plutôt abstrait, et qui me permettait, une fois de plus, si tu veux bien avancer, peut-être il y a d'autres personnages qui vont... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait créer l'accident, et créer le moment où l'objet allait se casser, et que lui...
était espionné par quelqu'un qui était derrière. Il va cacher, enfin ça crée tout un imbroglio qui est typique du vaudeville et qui est typique des ressorts de la comédie, etc. Bon, on va passer là-dessus parce que c'est pas ça le propos. Voilà. Et donc cet espace qui était un couloir, qui servait donc pour la grammaire, en un deuxième temps allait s'ouvrir pour une autre pièce qui s'appelle 29 degrés à l'ombre et qui se passe dans le jardin d'un riche propriétaire de l'époque qui invite des amis à faire un jeu. Et là, c'est intéressant parce que la didascalie La didascalie, c'est un peu le cahier des charges du metteur en scène. Quand vous signez un contrat avec une collectivité, vous avez un énorme cahier de charges que vous allez respecter, contourner, vous énerver avec ou je sais pas quoi. Moi, c'est la didascalie. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est un jardin, à droite la maison d'habitation, à gauche un petit bâtiment servant d'orangerie, un jeu de tonneaux, au fond, chaises, bancs et table de jardin. Au lever du rideau, les 3 personnages sont au fond et jouent au tonneau. Voilà. Donc, nous avons... Est-ce qu'on peut passer la... Voilà. La suivante. Ah oui, la suivante. Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était fermé. Et ce qui était devant s'est ouvert et est allé se loger dans le prolongement des deux côtés. Voilà. Et l'arbre qui était, je pense, à droite, a glissé à gauche, je ne me rappelle plus. Voilà. Et nous avons eu un problème économique. C'était que Laurent avait dessiné et construit une vraie orangerie qui devait être à peu près là où c'est tout vide. Donc vous voyez, dans la didascalie, quand il y a écrit une orangerie, ben là, ça nous arrangeait. Ça nous plaisait bien, alors on l'a gardé. Sauf que le producteur a dit non, parce que ça coûtait trop cher. Donc vous voyez, après, il y a un problème de... Et du coup, est resté de l'orangerie cet arbre, cet unique cygne, qui finalement me plaît beaucoup parce qu'il ne touche pas le sol, il n'est pas enraciné, et du coup introduit dans l'espace quelque chose de un tout petit peu étrange, et là, décidément pas réaliste. Voilà, dans un univers qui se veut, un répertoire, on va dire, qui est plutôt réaliste, plutôt ancré dans le 19e siècle. Oui, on voit les 2 tiges blanches qui sont au-dessus de l'arbre qui permettaient de faire circuler l'arbre de jardin à cour, de gauche à droite en fait. Voilà. Et donc il avait comme ça un mouvement régulier selon les moments de la pièce. Il y avait cet arbre qui circulait. Peut-être tu veux dire quelque chose au sujet de ce changement de l'utilisation du passage d'une pièce à l'autre? Oui, il y avait, là c'est assez concret. Il y avait un espace comprimé auparavant, et l'enjeu, c'était qu'il y avait on dégageait l'espace et le regard. Donc d'ouvrir pratiquement, on épouse généralement selon les tournées, mais on épousait la totalité du plateau quasi par cette formule-là. Donc il y avait vraiment, on avait un espace comprimé. On passait d'un espace comprimé à un espace très généreux, très ouvert, où les acteurs se retrouvaient un peu perdus dans cet espace. Et je pense que c'était ça qui était assez joli, c'est de les voir se dépatouiller de leur situation un peu impossible dans une espèce de vide total. Tu crois qu'on peut montrer la vidéo? Ah oui, oui. En fait, nous avons une vidéo de ça. Et on peut voir en direct. Je trouve ça plutôt intéressant. C'était 34 minutes. La troisième. Non, la deuxième. En fait, ça c'est la Marseillaise, l'action jazz.
Nous disons pas 20 jours. 10, 30, 10 et 10. Ça t'en fait 60. Pas plus. C'est pas figé à jouer. Ce n'est pas pour me vanter, mais... fait joliment chaud aujourd'hui. 29 degrés. Et donc, en fait, le jeu que vous avez vu, c'est bien un jeu de tonneau. Pareil, dont on n'a pas pu se passer. Ça fait partie des objets qu'on a sélectionnés dans la quantité d'informations que contenait la didascalie. Et je voulais vous montrer ce moment-là, parce qu'en fait, l'idée, c'était que les comédiens qui jouaient dans une pièce, ils allaient jouer dans l'autre, et ils allaient se transformer à vue. C'est-à-dire, ils changent leur costume, ils se maquillent, tout comme l'espace. C'est-à-dire que était contenu dans le changement scénique le changement des costumes et des comédiens. Et tout se faisait en même temps. Parce que c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire pour moi, j'aimais bien l'idée que on montre aux spectateurs comment on passe de l'un à l'autre, et que malgré le fait qu'on dévoile un secret de fabrique, malgré tout, ça reste mystérieux. Parce que voilà, ça se passe d'une manière qui est inexplicable, tout comme le jeu. Donc je voulais mettre ces deux choses, les emboîter et les mettre en perspective. Voilà. Et effectivement, l'espace qui va s'ouvrir derrière eux, est un espace complètement faux, éminemment faux. Donc un espace de fiction qui va, par des signes épars, nous ramener à quelque chose de réel. Ou pas, suivant notre sensibilité et notre sensation. Tu veux rajouter quelque chose ? Non ? Est-ce que, juste une question, est-ce qu'il est de vos habitudes d'échanger avec les élèves ? Ça fait partie... voilà, ok. Alors, avant de vous... peut-être, il y avait l'étape d'après ou pas, ou vous avez peut-être envie... Voilà, comme il est 1h moins 5... On doit finir à quelle heure ? 2h moins 5, il est. Parce qu'on pourrait faire 3 heures. Voilà, voilà, moi, je ne sais pas si vous avez... je trouve ça intéressant quand même, que ça soit un petit peu un dialogue aussi pendant quelques minutes. Si vous avez envie de nous poser des questions, s'il y a des choses qui vous... Voilà, des choses qui vous interpellent, ou des choses qui vous posent question, tout simplement, ou de réflexion. Vous avez eu des problèmes avec des auteurs contemporains. Vous avez parlé des producteurs chez Goldoni, ça va pas? Oui, c'est vrai. Oui, il y a des auteurs où c'est compliqué d'interpréter le plateau. On a par exemple Beckett, on n'a pas le droit. Enfin, je veux dire, Beckett, il faut suivre les didascalies, sinon on ne peut pas monter. Parce que les ayants droit vérifient que les didascalies sont exactement suivies. Il y a un épisode assez connu, il y a une pièce de Coltès qui avait été montée à la Comédie Française. Et le frère de Coltès l'a interdite parce que le rôle du garçon arabe n'était pas joué par un arabe. Il y a comme ça des crispations chez les ayants droit. Et ça dépend. Moi, par exemple, avec les héritiers de copie, j'ai eu aucun problème. Aucun. Mais c'est vrai que les problèmes arrivent plus avec les héritiers qu'avec les auteurs. C'est-à-dire que quand on travaille avec des auteurs vivants, il n'y a pas de souci. À cet endroit-là, on peut discuter, adapter, etc. Mais c'est souvent avec les ayants droit où là, ça pose des vrais soucis. Oui, il y a une pièce, par exemple, que j'ai montée après celle-là, donc avec Daniel Larieux, qui était venu faire une conférence. On peut passer voilà, justement sur la question de l'auteur. C'était... je lui ai demandé de danser en disant du Jean Genet, sauf que c'était pas une pièce. C'était Notre-Dame des Fleurs et c'était un roman. Et en fait, j'ai vraiment failli ne pas le faire parce que Genet a laissé dans son testament l'interdiction de jouer un texte non théâtral. Et son ayant droit, M. Molia, j'ai dû faire une négociation, mais enfin, vraiment, c'était non, quoi. Et j'ai obtenu, je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. À 17h50, c'était non, à 18h, c'était oui, et ça sautait vraiment. Hein. On l'a fait au Théâtre de l'Athénée.
Et il a accepté. Mais là, c'était parce que justement, la question de la représentation d'un roman était presque un tabou, là, dans le cas de Jean Genet. Il a dit, j'ai écrit des pièces, donc on ne va pas monter mes textes, mes romans. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Ça aussi, on l'a fait ensemble avec Laurent. Il est en prison, le personnage, quand il parle. Jean Genet est en prison quand il écrit. Évidemment, on n'a pas reconstruit une prison, mais on a gardé l'idée de l'enfermement. C'est-à-dire... Ce qui est assez joli, c'est l'enjeu a été de produire, pour moi, à mon sens, c'est le plus petit plateau que j'ai fait. C'est le plus petit. 6 mètres. Il fait 6 mètres carrés, c'est ça, un truc, c'est très 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 petit. Hein, donc arriver à produire comme ça un plateau qui puisse en même temps tenir l'espace, c'est-à-dire lui permettre, notamment aux danseurs, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir quand même mettre en place quelque chose. C'est pas évident, la géométrie, elle est pile poil. C'est vraiment une... Voilà, c'était le véritable enjeu, au contraire de d'autres où bon, c'est facile de s'étaler, etc. Là, ça a été la précision de mettre en jeu cette dimension extrêmement réduite. Et aussi, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on se trouve dans un cas de relecture quand on parle d'un classique et d'une lecture quand on parle d'un auteur contemporain. Donc la négociation avec l'auteur n'est pas la même. Parce qu'il est là, il est vivant, et peut-être son œuvre va se jouer pour la première fois dans cette mise en scène. Voilà. Alors qu'il y a des auteurs qui délèguent et d'autres qui restent collés à l'œuvre. Et c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de vérité à cet endroit-là. Moi, je n'ai pas eu ce type de problème pour l'instant. Pardon ? Ah oui, quand c'est de la musique, dans une autre pièce qu'on a faite après celle-ci, j'ai demandé c'est la dernière qu'on a faite ensemble, c'est du Enoch Levin. Ça s'appelle Les Insatiables. Et là, j'ai demandé à une musicienne de composer de la musique, donc c'était la sienne. C'était pas un opéra, c'était pas, si vous voulez... Effectivement, la question du droit d'auteur et de l'interprétation, dans la problématique de l'imaginaire qu'on arrive à mettre en commun, elle est cruciale. Il peut y avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les artistes, ça marche aussi par famille et par rencontre, par affinité, on va dire. Parce que c'est un domaine qui est vraiment très, très délicat. Partager de l'imaginaire, pour moi, c'est très intime. C'est presque plus intime que l'intimité. Enfin, c'est profond. Voilà. C'est l'histoire de ce... C'est un auteur... Moi, j'aime bien les pièces des comédies. C'est Enoch Levin, c'est un auteur israélien qui est mort en 99 et qui écrit des farces. Voilà, assez caustique et plutôt drôle. Et là, si vous voulez, c'était donc... J'avais demandé à Laurent de faire une pharmacie et la maison de la pharmacienne. Donc, quand la scéno qui tournait sur elle-même, dans cette configuration, on est chez elle. Et quand ça tourne dans l'autre sens... Ouais, je ne sais pas si on a une photo dans l'autre sens. Si, on en a une. Non, non Non, on n'a pas. Ah, voilà. Dans l'autre sens, c'est la pharmacie. Donc, il y a un comptoir et donc la dame, c'est elle qui reçoit chez elle les personnages qui viennent la voir. Tantôt à la pharmacie, tantôt chez elle. Et ça aussi, c'est un petit dispositif. Par rapport au dispositif d'Avignon, c'est vraiment presque à la taille des comédiens. C'est très essentiel. C'est construire un lit dans dans la dimension la plus essentielle possible. Donc là, on a quitté les murs, on a quitté l'environnement et on s'est attaché au corps de l'acteur et à la construction vraiment à l'échelle, quoi. Parce qu'ils arrivaient juste à s'allonger dedans. Si tu reviens en arrière, non, l'autre, celle où ils sont... Voilà. C'est juste pile. C'est 1m80. C'est 1m80, je pense. Ou 1m80. Non, il y avait 2 mètres. 2 mètres, voilà. Voilà, mais là, dans la didascalie d'Enoch Levin, il y avait écrit chez la pharmacienne, dans la pharmacie ou chez elle. Voilà, il n'y avait pas 3 pages comme de Philippot. C'était assez essentiel. Puis c'est une pièce qui a été écrite en 78, donc
il n'y avait pas la question de la référence historique, il y a plusieurs choses qui pouvaient être automatiquement évacuées. Et pourquoi est-ce que vous avez ce besoin sans cesse de toujours évacuer? C'est une très jolie question. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le jeu de l'acteur et j'ai besoin que ça soit ça le centre de l'action. Et que j'ai pas envie que ça soit redondant. C'est-à-dire que si tout d'un coup je demandais un jeu très expressionniste aux acteurs dans un espace qui est lui-même expressionniste, je pense que ça serait un peu indigeste. C'est juste une question d'équilibre. Après, c'est peut-être aussi une question esthétique, peut-être aussi. Mais ça, je ne peux pas vous le certifier. Voilà. Parce qu'après, il y a des choix de fond qu'on fait dont on n'est pas toujours conscient. Bon, après, c'est aussi très visuel. C'est-à-dire qu'une page blanche avec un point dessus se lit, à mon sens, mieux que 50 points tassés sur une page. Donc il faut juste choisir le bon point. À mon sens, voilà, on a souvent 2 heures pour raconter un spectacle, etc. Donc, à mon sens, il faut donner des relais, faire des signes, donner des indications, et pour les rendre les plus visibles possibles. Si le plateau est assez simple ou épuré, etc., ça permet d'être plus efficace, de donner le sens ou les sens ou les variations de sens, les indications qu'on veut mettre en place en tout cas, plus immédiatement. Donc c'est en ça qu'on se rejoint. Moi j'ai toujours travaillé dans ce sens aussi, dans tous mes champs. J'ai besoin de simplifier les choses, etc., toujours au maximum pour pouvoir produire du sens plus rapide, quoi. C'est vraiment ça. Donc ça se rejoint, et à mon sens, c'est vrai que le mettre comme ça l'acteur au milieu. Alors chez moi, il y a des références aussi de blanc, parce que les figures du corps se découpent beaucoup mieux comme ça. Elles sont décrites immédiatement. Les couleurs sont... Voilà, tout se met en place beaucoup plus simplement. C'est vrai que moi, ce que je vous ai montré en 2004 était dans du blanc, mais on ne se connaissait pas. Et puis quand je l'ai rencontré, tu peux montrer les images de Mademoiselle Julie, parce que Laurent a fait la scénographie de Mademoiselle Julie avec... Voilà, on a fait 2 versions. Enfin, voilà. Il l'a fait au Japon d'abord, et après avec Juliette Binoche. Juliette Binoche, voilà, en France, ils ont fait la même Bon, bah, c'est 2 images, hein, c'est pas un plateau sur un autre. Hein, mais c'est 2 moments différents. Le plateau, c'est une grande boîte blanche. C'est un jeu un peu formel comme ça, puisqu'on dit que le plateau de théâtre est la salle noire, c'est la boîte noire. Venant du champ de l'art, j'ai moi l'habitude de travailler avec justement l'outil, le white cube, l'outil blanc. Donc c'est vraiment un outil qui m'est cher et que je transporte fortement tout le temps sur les plateaux de théâtre. Et puis là, c'est d'arriver, en tout cas pour ce plateau-là, d'arriver à une autonomie absolue, c'est-à-dire que il y a cette boîte blanche avec même un plafond, etc. L'éclairage est produit par l'intérieur, il n'y a plus du tout les équipements, la machinerie, etc. Il n'y a plus rien de la question du théâtre technique. Mais par contre, ce qui me semblait plus juste, c'est de mettre l'acteur théâtre au milieu d'une boîte où lui va retrouver du réel, du concret. Alors avec des repères assez simples. Là, on voit des bottes parce que dans la pièce de Mademoiselle Julie, il y a un moment, ces bottes, elles sont fatidiques pour la fin de la pièce. Donc je place quand même les éléments importants qui vont être le ressort pour le jeu. Voilà, il y avait besoin alors là encore une fois, là, c'était une didascalie dans le texte. Il est dit qu'il y a une fête pendant toute la pièce se déroule pendant une nuit. C'est un couple qui se déchire et durant cette nuit-là.
Et il y a la fête, normalement il y a la présence de la fête en permanence. Et le parti pris avec Frédéric, donc c'est encore le même metteur en scène, a été de dire on va mettre la fête dans le plateau, sur le même plateau, à l'arrière, comme ça, dans un jardin extérieur. Donc on voit derrière des espèces de bambous. Puisqu'on était au Japon, j'ai pris des bambous qui étaient à côté, j'ai mis ça là. Et puis voilà, cette nuit se déroule comme ça sur le plateau. Je vous passe rapidement. Bon, ça c'est le canari dans la pièce. Le canari, il est coupé en égorgé dans une séquence fatidique entre les deux protagonistes. Donc évidemment, on ne peut pas échapper. Il faut passer par là. À l'origine, Strindberg, quand il l'avait fait, il tuait un canari tous les soirs. C'est interdit maintenant. C'est plus possible. C'était en 1908 ou 10, comme ça. Et bon, là, il faut trouver des subterfuges. Il y avait un vrai canari sur le plateau, mais on a trouvé un moyen pour l'égorger et qu'il revive tous les soirs. Je vous donnerai pas le truc, parce que ça. Et puis il y avait une présence d'un soleil comme ça qui se levait le petit matin. C'était une espèce d'énorme composite de projecteurs. Tellement puissant, on montait au fur et à mesure que les gens supportaient pas dans la salle, mettaient des lunettes noires, enfin, c'était assez intense. Et ce qui m'intéressait, c'était de produire cette montée de soleil et de montée d'intensité par rapport aux relations entre les protagonistes, mais de les sentir plus qu'à contre-jour et être dans cette brûlure du plateau totale. Et là, elle porte un rasoir avec lequel elle se suicide à la fin. Et ça, c'est la version française. Donc, et l'adaptation, ma toute seule modification, c'est que j'ai dû tout refaire complètement le décor, mais j'ai gardé la même architecture, le même dispositif. Sauf que je ne suis pas allé chercher des bambous au Japon, j'ai pris des bouleaux dans le centre de la France. Que, comme vous voyez, en fait, les images que Laurent a fait avec Fischbach, donc cet autre metteur en scène, montrent bien la différence des univers. Enfin, c'est le même scénographe, mais il y a aussi des différences au niveau de la mise en scène qui sont... moi, par exemple, je suis très centrée sur le jeu. Et je viens d'un théâtre un peu de très tôt, parce que j'ai travaillé la comédie de l'art et le jeu un peu très artisanal. Et donc, quand Laurent travaille avec moi, on va chercher des dispositifs qui sont aussi plus simples d'un point de vue architectural. Je trouve ça super beau, mais je ne pourrais pas forcément faire évoluer mes personnages complètement dans cet environnement-là. Et donc, lui aussi, dans l'échange, il est obligé d'adapter son langage. Non, mais je vais dire, tu le fais spontanément. Tu le fais par plaisir. Enfin, c'est pas... Oui, non, mais surtout, c'est l'invention ensemble. Voilà, c'est cet espace où, entre son imaginaire et le mien, peut se loger une fiction commune. C'est de ça dont je vais parler. Donc, c'est clair qu'avec Frédéric, il partage, et après, tu as fait un opéra, enfin, voilà, et d'autres choses qui sont, là, pour le coup, très, très architecturales à proprement parler. Moi, je les ramène plus au corps de l'acteur. Voilà, par la dernière chose, c'était presque à dimension humaine. Voilà, et ça me plaisait, hein, ça m'allait très bien. Donc, c'est cette rencontre qu'il faut arriver à établir. Là, il est 2h10, donc je pense qu'il faut s'arrêter. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup à tous, merci à Gloria, merci à Laurent. Nous avons une autre conférence donc mardi à 18h30, cette fois-ci avec un auteur-poète. Donc voilà, vous êtes à nouveau tous invités. Merci beaucoup. Bravo, c'est très bien. Oui, très bien. C'est trop court.
Trop court, c'est vrai. Ça passe tout seul. Ouais, tout à fait. Mais ça allait. Et c'est très bien pour le vendredi, comme ça, c'est l'heure de déjeuner, donc pour eux c'est un moment de réflexion, un peu une coupure.